cet éclairage multiple et protéiforme sur ton propre travail, étant entendu que, par exemple, ta série du Melkin, a priori, pourrait être considérée comme de la littérature d'évasion. A priori. Alors, c'est une vaste question. Oui, oui, non, mais on va y arriver. Effectivement, il y a une chose, c'est que donc j'ai fait une thèse de sciences politiques. Et donc, mon approche de la politique, elle est d'une certaine manière scientifique. J'essaye de mettre en scène dans mes romans, souvent de faire une sorte de laboratoire, d'exposer une idée de science politique dans un monde que je vais créer. Mon premier roman, donc Structura Maxima, en fait, j'ai beaucoup pris de ma thèse dessus, dans le sens où ça montrait, ce que je voulais montrer, c'est justement parler des politiques politiciennes, c'est comment des gens modérés peuvent aller vers des positions extrêmes pour éviter de perdre le pouvoir. C'est des mécanismes comme ça, on voit des gens tout à fait modérés, raisonnables et autres, et qui vont atteindre des extrêmes, qui vont aller à la guerre ou choses comme ça, mais parce que ils ont en dessous des gens plus extrêmes et qu'ils sont obligés, pour éviter que tout parte dans l'anarchie la plus totale, on est ça. Il y a une chose, moi j'ai une vision de la politique scientifique, si j'ose dire. Je vois la politique, c'est pas uniquement comme la cité, c'est pour moi la politique c'est une sorte d'interface. Une interface entre quoi? Entre la population, les citoyens, les individus et les moyens d'action. Et donc la politique, ça évite que les individus, ça évite la guerre civile. Hein, donc ça gère ça. Et dans mes romans, et on parlait du Melkin, j'essaie de créer des mondes où le politique est absent. C'est un peu un paradoxe, et alors que je suis baigné dans la politique et autres, j'essaie de créer des mondes où le politique est absent. Dans le Melkin, par exemple, donc c'est des univers où les gens vivent sur des planètes, mais en fait, ce qui va gérer les ressources, qui va redistribuer les ressources, ce sont des intelligences artificielles. Donc les humains ne gèrent plus la politique telle qu'on a l'habitude, et donc ces mondes sont figés grâce aux intelligences artificielles. Et en fait, toute l'histoire du Melkin, c'est aussi, d'une certaine manière, comment le politique va revenir dans le jeu à partir du moment où dans cet univers de space opéra, on va inventer la communication instantanée. Pour citer Ursula Le Guin est assez célèbre parce qu'elle a inventé l'Ansible, qui est la communication instantanée. Donc, j'ai repris ça. Il y a aussi un autre auteur très important à mes yeux en science-fiction, qui est Ian Banks, avec son cycle de la culture, qui a inventé un univers qui est une sorte d'utopie. J'aime bien le mot que Gérard Klein décrit, c'est une assez bonne utopie, ce qui évite que cette utopie aille vers la dystopie. Et c'est un univers où en fait les moyens de production sont tellement excessifs, tellement démentiels, que produire un vaisseau spatial ou un stylo, c'est équivalent. Donc la monnaie n'existe plus. Tout ce qui est, les ressources sont distribuées comme on veut, il n'y a plus de problème, donc plus de monnaie, plus de valeur travail, on ne travaille plus. Et qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on est habitant de la culture? On passe sa vie au fun, à tout ce qui est cool, des fêtes, voyager, etc. Et ça, c'est un truc très politique, en fait. Hein. Et j'essayais aussi d'utiliser ça dans le Melkin, d'utiliser un univers où l'argent n'est plus quelque chose de travail, etc. Et que, en fait, les cultures sont la monnaie d'échange, finalement, dans cet univers. Je vais revenir à Norman, parce que Norman est un enfin, je dis ça avec beaucoup de respect, mais c'est un pur produit des 60s, des années 60. Vous avez commencé à publier en 1963, très bonne année, puisque c'est l'année où moi je suis né. Et vous avez, dans vos premiers romans, vous parliez des Solariens. Moi je voudrais m'attarder un tout petit peu sur un roman qui vient de reparaître chez Milady, qui s'appelle Ces hommes dans la jungle, qui s'appelait auparavant Les Men in the Jungle. The Men in the Jungle. Les hommes dans la jungle. Et c'est un roman qui décrit un homme politique, on va dire, un
politicard, comme on dirait en français, un politicien, qui est chassé du pouvoir sur une espèce de planétoïde qu'il avait conquis et qui décide pour se trouver une base arrière et pour assurer son avenir, de trouver une espèce de planète un peu arriérée, etc., où il espère en arrivant à nouveau prendre le pouvoir, et ça ne va pas se passer exactement comme on pourrait l'imaginer. Alors, on a là du space opéra, pour le décor, mais c'est un roman très très politique qui parle des révolutions dans le tiers-monde, j'ai l'impression, du Vietnam, peut-être un peu. Donc j'aimerais savoir quelle était votre intention quand vous avez écrit ce roman. Pendant un peu, les hommes de légende, c'est directement... So it was directly inspired by the Vietnam War and what Che Guevara was trying to do in Bolivia, which was having won the Cuban Revolution, to start a revolution, to find some place to do it again, which he failed to do and got killed. So that, I think, is an example of how I did take current politics and transform it into something somewhat more general. Take something like Jack Barron, it's very specific. It's the Republicans, it's the Democrats, it's what's happening right now in the United States with Donald Trump. And, you know, I mean, if you combine Donald Trump with somebody who's better on television and is not a right winger, that's Jack Barron. This was at the Republican Party, it's destroying itself, it's making a minority party. That is admittedly politicien, and some of my stuff is like that. Greenhouse Summer, Blue Color Orange, is also not that kind, but in some ways in between. It's the politics of climate change, but also the morality of dealing with things like this. So, again, I don't think you could ignore politics. What do we mean by politics? I don't think we've really gone into what we really mean by politics. You know, politique, politicien. And I think politics, in its most general definition, is the relationship between the power structure, whether it's democratic or not, and the population. That's the largest definition of politics, really. And I don't see how you can write much of a rounded novel without dealing with the relationship between the power structure and population. That's fundamental. This is one of the reasons I think that I write speculative fiction, because so much of so-called modern mainstream fiction ignores this. It's small. Or as I used to say, science fiction deals with galactic blah, blah, blah on a superficial manner, and literary fiction deals with very sophisticated style and so forth, investigating the lint in its own navel. And so that is what drew me to this kind of writing in the first place, I think. You cannot, I don't think you can really ignore this level and be writing something serious. You always have a level, I don't care in what culture it is, there's always some kind of relationship, democratic, dictatorial, whatever, between the population and its power structure. And that's the story of revolutions, it's the story of counter-revolutions, it's what causes war, it's what causes economic inequality, and so on and so forth, which directly affects the very consciousness of the population. And things that change the consciousness of the population, in turn, can overthrow a power structure, or not overthrow a power structure, or a sophisticated power structure can adapt to control better. I think this is really
central thing about being human. Not even about being human, but of being about sentient beings that cannot be avoided if you're being serious about it. J'aimerais maintenant, c'est pareil, quand on a une image, enfin on a souvent une image, moins maintenant, mais moi, quand je grandissais, on avait une image assez infantile de la bande dessinée, et on trouvait assez peu, en apparence, de préoccupations politiques dans la bande dessinée. J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de... moi, mon repère avant-après, en quelque sorte, dans la BD, notamment dans la BD de SF, c'est Alan Moore, qui, à mon avis, a été un des premiers à vraiment introduire le fait politique de façon presque brutale, notamment avec les Watchmen, mais pas uniquement. Et donc j'avais envie de demander à nos deux invités BDistes, scénaristes, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et surtout est-ce qu'ils avaient des modèles, des contre-modèles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué, la question est complexe. Oui, Alan Moore, certainement, il marque un temps dans le contenu, certainement. Maintenant, je crois, de manière générale, on a toujours tendance, dans les libertés qui nous sont accessibles, à parler de notre présent. Moi, j'ai la chance de mener une série depuis 20 ans. Les problématiques de Carmen McCallum en 95, mais c'est quand j'ai commencé, sont pas exactement celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on évolue, on vieillit, ça c'est une chance de travailler sur le long terme. Donc, la politique... Pardon? Tu lisais Cyberpunk, tu avais lu des romans Cyberpunk, bien sûr. Des choses comme oui, ça. enfin j'avais lu Philippe Cadic, j'avais lu Norman Finrad, bien sûr, dans mon adolescence. C'est bien entendu, Jack Baron et l'éternité, c'est aucun cas compté pour moi, ainsi que Dr. Blood Money, Philippe Cadic notamment, qui pour moi est un de ceux qui analyse le mieux justement une société en décrépitude. J'allais venir à Philippe Cadic. Voilà. Donc oui, on est Fabien et moi, je pense, de génération qui, en tout cas au niveau de la BD, et je pense que les auteurs de romans, c'est la même chose. On est né dans les années 60-70. On est arrivé avec une culture. Moi, je dirais que en tant que Français, c'est Métal Hurlant qui m'a donné une conscience politique. C'est le fait de découvrir Métal Hurlant. Je suis passé de Pif Gadget à Métal Hurlant en 1976. Bon, forcément, il y a un choc. Donc, oui, je comprends pas, c'est pareil.